J'ai grand plaisir à vous présenter nos deux invités ce soir. Maram Al-Masri, grande poète syrienne. Je fais exprès de dire poète au lieu de poétesse. On est militante de la langue et elle est une très grande poète. Elle est née en Syrie. Elle vit à Paris depuis de nombreuses années maintenant. Elle est l'auteure de plusieurs recueils de poésie. Et ce soir, nous avons le grand plaisir de l'entendre avec son traducteur irlandais qui a traduit 2 de ses livres. Et ces traductions et la poésie de Maram que vous allez entendre ce soir ont connu un très grand retentissement à travers le monde, partout dans le monde anglophone, où on n'avait pas encore entendu sa voix. Donc Theo Dorgan, qui est son traducteur, est né à Cork. Je pense que c'est un homme qui a beaucoup de talent. C'est un traducteur, un poète, un romancier, et je pense qu'on peut dire un intellectuel engagé, tout comme Maram, poète engagé. Et j'ai très grand plaisir à parler avec eux ce soir et à écouter leur lecture. Et je suis certaine que vous aussi, vous allez aimer cette soirée. Thank you, everybody, for coming tonight. I think you'll have a treat in store for you, listening to these 2 wonderful poets, Maram Al-Masri, who was born in Syria, who has been a resident of Paris for many years, who is the author of many prize-winning collections of poetry, and who has had 2 books translated by the Irish poet Theo Dorgan. And as I was saying in my introduction, Theo is a man of many parts, poet, translator, novelist, and also public intellectual. And I think that, for me, is what connects the 2 of these people this evening. It's their deep sense of engagement. And perhaps we might talk about that later on this evening. But for the moment, I'll pass the microphone on and leave you listen to the 2 poets. Thank you. Just before we begin, I'd like to offer my respects and thanks, and Maram's also, to the publisher of this latest of our joint endeavours in print, Pat Cotter, director of the Munster Literature Centre, who in 2005 had a wonderful idea to take a poet from each of the then accession states, which were acceding. I love the use of the word acceding in English in this context, acceding to the European Union. And he got Irish poets to pick a poet from each of the accession countries and translate them, thereby, if you like, initiating a tradition of translation. And this book comes out of that tradition, that openness in Cork always to the south and to the west and to the east, but rarely to the north. And I think maybe Pat might like to say something about the Munster Literature Centre and its involvement with this project. Well, some people see the publication of a book of poetry in translation as a generous act, but for me it's a completely selfish act, because I see the possibilities and the limitations of Irish poetry expanded when it's exposed to brilliant new poetry from abroad and from other languages. And that's my primary motivation in introducing translated poetry to Ireland. Previously published a book of translations by Theo Dorgan of the wonderful Slovenian poet Barbara Korun. I first became acquainted with Maram when I invited her to the Cork International Poetry Festival in 2008 or 9, I think. They didn't know each other back then, so it's been a pleasure to me to see them gravitate towards each other, because I think they have a natural simpatico with each other's work. It's essential in my prejudiced belief that a translator of poetry into the target language ought to be a poet in the target language. That leads to
I think, the best possible translations, but the translations are even better when there's a natural simpatico between the two poets. And both Theo and Maram have a very strong sense of the importance of literature in the world of politics, and they also, I think, are both very emotionally open poets, and that has led to them producing very, very interesting, essential work. This book, produced in hardback, we've got some advance copies before publication available here this evening. We're going to sell it for the giveaway price of €10. By the time a Parisian shop got their hands on this with trade markup and tax, to be closer to €20. So that's the commercial spiel for tonight anyway. And I hope you enjoy the poems. Thank you. J'aimerais la nuit dans l'espace grand, vide et vivide de mon imagination. Je pense que je parle français avec une certaine sonorité, une certaine souplesse, une certaine précision. Mais dans la lumière de le matin réel, je comprends bien que j'ai un accent exécrable et que j'ai un vocabulaire qui est en même temps étroit et pauvre. C'est pour ça que je propose de vous adresser en anglais après celui-là. I want to thank Sinead Marquet and the really quite wonderful team here in the Centre Culturel for such a warm reception, which they always offer to Ayrshirts. I often think we're very lucky people in Ireland. We have 2 embassies in Paris, and I'm not going to get drawn into proposing which does the most work or the better work, because I've become a diplomat in my advancing years, if not entirely cultured. But I do want to thank Sinead for the happy thought of doing this. We are all of us, my generation of poets and the rising generation, extremely grateful to Cliona Ní Riordáin for the instructed and warm-hearted and intellectually precise interest that she takes in contemporary Irish poetry, and she is a wonderful friend to poetry, and the best kind, because she doesn't put up with nonsense. That's the Sorbonne influence, no doubt. It may also be the fact that she happens to be from Cork. I want to say of Maram, maybe later I'll explain how I came to encounter the work, but I consider it, and I think every translator should consider it, an honor to be permitted to translate work. You can tell from her poems that her heart and soul goes into the poems. I'm never sure whether the verb should be go or goes. In that case, one of those ambiguous English constructions. But to be permitted to translate is to be permitted a particular intimacy, because one has access in a very particular way to that which is central to the being of what we might call the originating poet. So I consider it an honor to have been permitted to do these translations. And certainly working on them has had a steadying and expansive effect on my own work. We might work together again in the future if this talk about our closeness could be damped down a bit, because that might be misunderstood, and that would be to her shame and to my embarrassment. So what we're going to do is confuse you entirely. Maram prefers to read in Arabic, so she's going to read the original poems in Arabic, and I'm going to read the translations. And you'll have to forage for yourselves, I'm afraid, to find the French versions. So Donald Trump is trying to build a wall. Good luck to him. We build bridges, which is the proper business of poets and poetry. So, Maram, si tu veux dire quelque chose avant de commencer. Je voudrais seulement dire que c'est moi qui était touchée et honorée d'être traduit par Theo et d'être aussi édité par Patrick. Je n'ai jamais rêvé d'être traduit par un grand poète, et c'était vraiment extraordinaire. Quelqu'un qui t'écrit: est-ce que vous me permettez de traduire votre poésie? Et le livre était déjà traduit par une jeune palestinienne, mais n'a
pas eu de succès, sa traduction n'était pas très bonne et j'avais mal au cœur pour elle. Et lui, quand il est venu, il a dit « Est-ce que je peux traduire ?» J'ai dit « Bien sûr ». Et je lui mettais tous les deux en contact avec mon éditeur en anglais. Et puis voilà, les livres est né. Est-ce que c'est des traductions, c'est une histoire d'amour? Certainement, c'est une histoire d'amour. Et certainement, c'est une fusion de deux âmes et de poétrie en un seul livre. Alors, je vais commencer en arabe. رأيتهن هن ووجوههن الزرقاء المموهة هن والكدمات المخفية بين سيقانهن هن والكدمات المخفية بين سيقانهن وابتساماتهن الواهنة رأيت تلك النساء يعبرن الشارع كأرواح حافية الأقدام يلتفتن إلى الوراء خائفات أن تلحقهن أقدام العاصفة سارقات القمر يعبرن متنكرات بنساء عاديات لا يثرن الشبهات سوى لمن كان مثلهن. I have seen them, those women with faces camouflaged in blue, those women with bruises hidden between their thighs, their dreams captured, their words silenced, those women with their weary smiles. I have seen them all pass by in the street, barefoot souls looking over their shoulders, worried about being followed, fearing the footsteps of some storm. Thieves of the moon, they pass in the guise of ordinary women. Nobody can recognize them except for those who are of their kind. فرانسواز. اسم الأم ماري. اسم الأب ألا. العمر 42 سنة. المهنة موظفة في مكتبة. هذا الكرسي لي. حملته من عند البائع إلى البيت. هذا الشمعان الفضي هدية من صديقتي. هذه المرآة أتيت بها من بيت أهلي. كانت تتصدر حائط المنزل وكم كنت أرقص أمامها وأنا صغيرة. لك الاحتفاظ بالأريكة على كل حال أنت من تمدد عليها أيام وليال طويلة لترى الأفلام التي كنت تراها وحدك. لك أن تأخذ التلفزيون، البراد، الطناجر، الملاعق، السرير، الستائر إن رغبت، مع العلم بأنني أنا من حاكها. أما البيت فنتقاسمه، أنت دفعت ثمنه مالا وأنا دفعت ثمنه حرمانا، وبي به تعب ليال ووجع سهر. فقط دع لي الأطفال. Je dois dire que beaucoup de poèmes de ce recueil prennent la forme d'un dossier. Ça commence avec une petite note sur le sujet de le poème. Celui-ci, c'est Françoise. Mother, Marie. Father, Alain. Age, 42. Occupation, librarian. This chair is for me. I carried it on foot from the shop to the house. That silver candlestick was a gift from a woman friend. This mirror I inherited from my family. It hung in the center of the wall in the entrance hall. Oh, how I danced before it when I was small. You can keep the couch. After all, it's you who'd stretch out in it all those days and nights in front of those films you would watch all on your own. You can have the TV, the fridge, the pots and pans, the knives, the forks, the bed and the curtains if you wish, even though it was I who sewed them. As for the house, we'll split it. You paid for it in money, and I paid with my sufferings in it. There I spent many an exhausting day, crippled with pains in my back. Just leave me the children. فاطمة. اسم الأم سعاد. الأم عثمان. العمر 30 عاما. المهنة طالبة آداب. في 12 من عمرها أصبحت امرأة. حشرتها أمها في الزاوية لتفهمها بأنها أصبحت صالحة للزواج والإنجاب، وبأنها من الآن وصاعدا عليها الامتناع من اللعب مع صبيان الحارة.
في 12 من عمرها بدأ تاريخها كامرأة. حدثتها جدتها عن غشاء بين ساقيها رقيق كورق السجائر لا يحترق إلا مرة واحدة. منذ 12 من عمرها بدأت تبكي في كل شهر لوجع غامض في بطنها ولرغبتها في اللعب رغم خوفها أن تتمزق ورقتها. في كل شهر بدأت تنضج، في كل شهر بدأت تهرم ووجع بطنها يزداد. لم تكن تدري كم كان لها من العمر عندما أهدت ورقتها لشاب أحبته ذهب بها بعيدا وتركها بدون مال. بمال إسوارتها الذهبية اشترت ورقة جديدة، ولكن طفولتها فاطمة لم تستطع أن تشتري. Fatima, mother Swad, father Osman, age 23, occupation student of literature. At the age of 12, she became a woman. Her mother confined her to a corner to make her understand that from now on she is eligible for marriage and childbearing. From now on, and for the rest of her life, she has to give up playing with the neighborhood boys. At the age of 12, her life as a woman began. Her grandmother spoke to her of a flower between her thighs as fine as a cigarette paper that will flame only once. From the age of 12, every month she weeps because of some mysterious pain in her stomach and some sorrowful desire to play, despite the fear of seeing her flower torn. Like this, month after month she began to ripen. Then she began to age and her stomach pain worsened. She no longer knows what age she was when she decided to offer her flower to a boy he liked, to a boy she liked. He is long gone, leaving her worthless. With money from selling her gold bracelet, Fatima can purchase another virginity, but her childhood, that she can never buy back. عاطفة. الأم يتيمة، الأب سفر علي، العمر 16 عاما، البلد إيران، المهنة لم يسمح لها الموت أن تعمل. هل هي جريمة أن تفرح قدمي بلمس الأرض وأن أرقص؟ هل هي جريمة أن أمنح الهواء كتفي وأبعثر شعري على ظهري؟ هل هي جريمة أن أضع أحمر شفاه وأقول أنا صبية ككل صبايا العالم، لدي فم، لدي جسد؟ هل هي جريمة أن أرقص، أن أكتب، أن أغني، أن أحب، أن أرسم، أن أنام؟ هل هي جريمة أن أولد في بلد يشنق عنق الحرية؟ Atife, mother deceased, father Safar Ali, age 16, country Iran, occupation death has not permitted her to work. Is it a crime if my feet are happy to touch the essence of earth when I dance? Is it a crime to bare my shoulders, to let my hair float free? Is it a crime to put colour on my lips, to say I have a mouth? Is it a crime that I am no more than a girl, like all the other girls in the world, that I have a body, that I sleep, that I sing, that I write, that I have desires, that I love? Is it a crime to live in a country where freedom is hanged by the neck? أمنياتا. الأم دياتو، الأب صنبا، العمر 45 عاما، المهنة طباخة. هنا قالت وهي تشير إلى ما بين ساقيها، هنا يوجد ألم حي ينز يصرخ ويروي تاريخ الألم والقهر. جزءا جزءا قطعوه، خاطوا فمه لئلا يأنوا كل مساء، غنوا رقصوا زغردوا، قالوا بترنا رأس الشيطان، تركوني جثة تمشي. Aminata, mother Diatou, father Samba, born Senegal, age 45, occupation cook. She said,
referring to what's between her legs. Here is a living sorrow that bleeds, that cries out, that weeps, that tells a story of suffering and injustice. They cut it away morsel by morsel. They sewed up her mouth so that night after night she would not groan. They sang, they danced, ululating. They said proudly, "We have cut off the head of Satan. They have killed the woman in me. They have transformed me into a walking corpse." مدام شيفرو، العمر 75 سنة، المهنة غسالة ألبسة. منذ مدة لم أرى مدام شيفرو، المرأة التي كنت أصادف كل ليلة عندما أمر في الشارع الرئيسي. ابتسامتها لي تجبرني على التوقف رغم عجلتي للحديث عن الوقت، عن جمالها الغابر، وعن الرجال الذين أحبوها. مدام شيفرو قصيرة القامة، ذات أنف عريض وباذنجاني وأسنان قليلة سوداء ومسودة، تحلف بفخر بأنها طبيعية، أنيقة ما أتاح لها لعمرها، متبرجة حتى أن جفنيها ينتقلان من ثقل الكحل. في لقائنا الأخير أخبرتني بأنها تعرفت على رجل في صالة الرقص حيث تتعلم الصلصة، ويرغب أن يعيش معها، حائرة أن تهجر حريتها أو أن تهجر شخيره، فكما تقول هذا كل ما يعطيه إياها ليلا. Quand je lis ce poème pour la première fois, j'étais sûr que je rencontrerais Madame Chevreau dans la rue de Rennes il y a 10 ans. So, Madame Chevreau, age 75, occupation former dyer and colorist. It's been a long time since I laid eyes on Madame Chevreau, a woman I used to see on the main street. She would smile at me, and her smile would oblige me to stop, even if I was in a hurry, to talk about the weather, her faded beauty, the men who'd once loved her. Madame Chevreau is petite, a big nose like an aubergine, and a few teeth, broken and black. She swears proudly that they're her own. Elegant in as much as her age permits, made up even to her fluttering eyelids. At her last encounter, she told me she'd made the acquaintance of a man at the dance hall where she's learning salsa. He really wants to live with her. But Madame, she's hesitating between giving up her freedom or accepting him and his snoring, because that is all he brings with him at night. سيف ابن زهرة، العمر 10 سنوات. رأيت أمي تبكي وهي تحضر العشاء. ماذا يبكيك يا أمي؟ تقولين البصل، ولا بصل بين يديك. Seth, son of Zora, aged 10. I saw my mother weeping while she was preparing dinner. What has made you cry, mother? You say it's the onion, and there is no onion in your hands. سارة ابنة سنة، العمر 9 أعوام. لماذا يضرب أبي أمي؟ لأنها لا تعرف أن تكوي قمصانه. أنا عندما سأصبح كبيرة سأروي القمصان جيدا. Sarah, daughter of Sana, age 9. Why does my father beat my mother? She does not know how to iron his shirts properly. Me, when I'm grown up, I will iron the shirts very well. بارتوك ابن أغنيسكا، العمر 10 سنوات. ماما، في الليل يسمع سريري صراخا فيتبلل، يظن بأنكما تتشاجران. إيه ماما، قولي لي إنك نمتِ ناسية أن تغلقي التلفزيون. Bartosz, son of Agnieszka, age 10. Mother, at night my bed hears crying. It wets itself. It thinks you are arguing. Hey, mother, tell me you fell asleep and forgot to turn off the TV. Ça, c'est Les Amours pieds nus. Est-ce que je vais expliquer comment j'ai trouvé le livre? Oui, bien sûr. Parce que, voilà.
Souvenez-vous maintenant, l'accent exécrable, le vocabulaire étroit et pauvre. Mais je vais l'essayer. Je reste ici, j'étais en train d'écrire la deuxième partie d'un roman. Et chaque jour, j'avais l'habitude de faire un tour sur la bicyclette de collège. Il y a une bicyclette ici, la bicyclette de collège. Je crois que dans la rue Saint-Jacques, je suis allé dans une librairie arabe parce que je cherchais un livre par Henri Corbin, qui est grand scolaire de soufisme en français. Et il y avait une table, comme ça, plat. Et je restais la main, comme on fait, hein, comme ça. Et je regarde partout, je ne vois pas ce que je cherche. Et quand j'ai relevé la main, c'est ça qui était au-dessus de la main, c'était ce livre-là. Et je dis, bon, merci la déesse, c'est indiqué, j'ai acheté le livre, je l'ai ramené chez moi. Et le 1er janvier, il y a 2 ans, j'avais perdu l'habitude de m'asseoir chaque jour au bureau. Donc, j'ai décidé, je vais commencer cette traduction. Et je vais traduire une poème par jour pour prendre l'habitude de passer le temps dans le bureau. Et j'ai trouvé le email de Maram. Non, c'était sur Facebook. Ouais, je lui ai envoyé un message. Elle ne m'a pas dit ça, mais elle a fait des recherches avec l'aide de Google. C'est qui cet idiot qui me propose de traduire des poèmes? Elle était contente, et que c'est pas normal. Elle était contente qu'est-ce qu'elle a trouvé à Google. Elle me dit, ouais, bien, j'ai été content si je vais les traduire. Et le jour après, la maison d'édition Arc dans l'Angleterre m'a appelé et ils avaient commandé une traduction de l'arabe et ils n'étaient pas contents. Ils n'avaient pas quelque chemin entendu que j'ai voulu le faire. Ils dit, bon, on est content aussi de publier, d'imprimer. Qu'est-ce qu'on dit ça, publier ou imprimer? D'éditer des traductions par toi. So, en 48 heures, j'ai trouvé l'ambition, j'ai trouvé le poète, j'ai achevé le permis de poète et j'avais un promis d'une édition. Hein? 48 heures. Et c'était tout downhill après. Mais avec celui-là, so, quand Maram m'a envoyé Elle va nue, la liberté, j'ai commencé tout de suite. Hein? Quand les anges parlent, il faut faire attention. Hein? Alors, est-ce que... Non, il faut préciser que ce livre, Les âmes aux pieds nus, c'est un livre que j'ai édité après plusieurs rencontres avec des femmes qui, dans un centre qui s'appelle Halte aux violences à Montreuil. J'ai rencontré ces femmes et puis j'ai senti le devoir d'être leur gorge, d'être leur poitrine. Et on a fait un jeu de miroir. Des fois, je parlais d'elle, de moi en travers d'elle, et des fois, je parlais de moi, d'elle en travers de moi. Alors, ce livre est pour les femmes battues, pour les femmes qui ont subi des violences conjugales et leurs enfants. Et il est pour la 5e édition. Et puis, il a eu 5 prix pour le collégien et lycéen. Voilà. Puis, il est traduit en anglais. Quelque chose d'autre, je veux dire, quelqu'un a fait des objections qu'on disait, c'est un poème, ce sont des poèmes par une femme poète et sur des sujets très féminins. Et comment tu peux arriver à faire un bon traduction? La réponse est, ils étaient déjà de ventriloquisés, c'est un mot en français? Maram a déjà ventriloquisé pour les sujets, pour toutes ces femmes. Ça, c'était faire la même chose. Ouais? Et une autre question qui a été posée, c'est est-ce que c'est difficile de s'imaginer comme femme quand tu écris? Mais non, ça m'aide parce que traduire, c'est de déménager dans une autre tête, dans une autre imagination. Et c'était déjà fait dans les originaires qui m'a facilité pour suivre le chemin de m'imaginer comme quelqu'un d'autre. Le grand problème avec les traductions, que ça arrive dans le voix de celui qui fait les traductions, c'est de perdre l'originaire. Mais c'était, comment on dit,
c'était imprévu, mais de traduire les histoires de femmes écrites par une femme était plus facile que peut-être traduire des poèmes par un homme sur des sujets masculins. Parce qu'on est toujours dehors de soi-même quand on traduit. Je ne suis pas sûr que j'arrive à l'expliquer en anglais. Je suis presque sûr que je n'ai pas gagné l'expliquer en français. But you can Alors, speak English. on continue. Yeah, well, I don't know. How am I going to learn French if I don't use every chance I have to speak it? Et ce Anyway, livre- in Cork, we do that sort of thing. Yeah. Alors ce livre, il est dédié pour la révolution syrienne. C'est un livre poésie, des commentaires, c'est des commentations de toutes les choses qui m'a touchée dans cette révolution pour faire un petit livre d'histoire, mais en poème. على حيطان الباحة لمدرسة كتبت كلمة الحرية بأصابع الطلاب الصغيرة. على جدار التاريخ كتبت الحرية أسماءهم بالدماء. Something I should explain here is liberty in English does not have the same resonance as liberté en français. La liberté en français, c'est une chose vivante et très, très importante en soi-même. Je dis dans l'introduction que Patrick Henry, at the Virginia Convention, cried, "Give me liberty or give me death." He was talking about a condition of being. In English, liberty, the word liberty, is much diminished, paradoxically enough. So very often it's yoked with permission. You are at liberty to do this. I grant you liberty to do that. A prisoner is set at liberty. So liberty is circumscribed and is implicated in the acceptance of a larger authority which grants it, whereas liberty, as it is understood dans la francophonie, is a much more ample and much more challenging concept. So translating liberty in this book was paradoxically enough the single biggest problem that I had, and I solved it by using it in the sense of freedom, mostly, except in cases where it absolutely had to be in order to acquire that francophone resonance, where it had to be liberty. But it was interesting, it's, one of the joys of translation is, you can be tripped up by a comma. I remember, sorry, this has nothing to do with anything, but vous connaissez Bernard Noël, poète français, poète parisien. Il n'est pas un poète français, il est un poète parisien. Et on l'a traduit par équipe en Irlande il y a peut-être 15 ans. On a passé le matin dans un effort de traduire, virgule, un arrêt sexuel. If we ended up with John Montague's phrase, comma, a sexual pause. But we never quite got that droop which an arrêt has, That held us up, that comma held us up for an entire morning. Anyway, on a school wall, the word liberty written in white chalk by the small hands of children. On the wall of history, liberty has written their names in blood. دخلت إحدى العجائز على السلطان تشكو إليه جنوده الذين سرقوا مواشيها عندما كانت نائمة. فقال لها السلطان: كان عليك أن تسهري على مواشيك لا أن تنامي. فأجابته: ظننتك ساهرا علينا يا مولاي فنمت. A woman complains to the Sultan. A woman complains to the Sultan that his soldiers have stolen her cattle while she was sleeping. The Sultan says to her, "You should be guarding your heart, not sleeping." She replies, "I thought, Highness, that you were watching over us, and so I slept." سلمية سلمية liberté liberté خرجوا للشارع وهم يغنون السلام بصدور مفتوحة وأيد نظيفة غنوا السلام. حرية حرية liberté liberté تظاهروا وهم يغنون حرية
بصدور عارية وأيد تحمل الورد غنوا الحرية. نعم، إنه الغناء الذي جعل فرائس قلب الخوف الراسخ ترتعش ويسقط قناع الغراب. Salmieh, Salmieh, peaceful, peaceful. They come out singing of peace, bare-chested with clean hands. Huria, Huria, liberty, liberty. They appear crying liberty, bare-chested with roses in their hands. Yes, this is a chant to shiver the solid heart of fear, to make the mask of the raven fall. هل رأيتموه؟ كان يحمل طفله بين ذراعيه ويشق طريقه بسرعة برأس مرفوع وظهر مستقيم. كم كان سيشعر الطفل بالفخر والسعادة أن يحمل هكذا بذراعي أبيه لو أنه كان حيا. Have you seen him? Carrying his infant in his arms, advancing with magisterial step, head up, back straight, as if the infant should be happy and proud to be carried like this in his father's arms. If only he was alive. 15 آذار 2013 عدد الأطفال المقتولين 5000 طفل. ليس من بطن أمه يخرج هذا الوليد، بل من بطن الأرض. ليس تمثالا أثريا، إنه طفل في حفاظه الأبيض لم تترك له الفرصة أن يرضع لأول مرة حليب أمه. 15th of March 2013, 5,000 infants killed. It is not from his mother's womb that this newborn emerges. It is from the womb of earth. This is not a prehistoric figurine. This is a baby buried by a bomb. He did not have even time to take his first feed. أطفال سوريا ملفوفين في كفنهم كما السكاكر في أغلفتها، ولكنهم ليسوا من السكر، إنهم من لحم وحلم وحب. الطرقات تنتظركم، ساحات العيد تنتظركم، المدارس تنتظركم. أطفال سوريا، لا يزال الوقت مبكرا أن تصبحوا عصافيرا وأن تلعبوا في السماء. The children of Syria swaddled in their shrouds like wrapped sweets, but they are not made of sugar. They are made of flesh and dreams and love. The streets await you, gardens, schools, and holidays await you, children of Syria. It is too soon to be birds, to play in the heavens. نحن المغتربين نعيش على حبات المهدئات. وطننا أصبح الفيسبوك يفتح لنا الحدود المغلقة في وجوهنا أمام الحدود. نحن المغتربون ننام حاضنين هواتفنا الخلوية، وعلى ضوء شاشة الكمبيوتر نخفو حزنا ونفيق ألما. نحن المغتربين نحوم حول بيوتنا البعيدة كما تحوم العاشقات حول سجن بأمل أن يلمحن ظلال أحبتهم. نحن المغتربين مرضى بمرض عضال، حب وطن وضع في مجزرة الموت. We, the exiled ones who live on antidepressants, Facebook has become our homeland. It opens the sky they close in our faces at the frontiers. We, the exiled ones, we sleep clutching to ourselves our mobile phones. In the light of our computer screens, we doze off full of sorrow. We wake full of hope. We, the exiled ones, we circle our distant houses as lovers circle prisons, hoping to see the shadows of their loved ones. We, the exiled, we are sick with an incurable sickness. To love a homeland is a death sentence. أروي لقصة. طلب الطفل الذي ولد في سجن سوريا من أم مغتصبة. الزائر: كان يوجد طفل صغير
يعيش مع أمه في بيت به نافذة تطل على شارع. فقاطعه الولد: ما هي نافذة؟ إنها فجوة في حائط يدخل منها الشمس ويقف عليها أحيانا عصافير. فقاطعه الولد: ما هي عصافير؟ فأخذ الزائر قلما ورسم على الحائط نافذة وطفلا له جناحين. Tell me a story, demands the child, born in a prison to a raped mother. The visitor begins. Once upon a time, there was a young boy who lived in a house with windows looking out on a calm street. What is window? The child interrupts. It is a hole in the wall where the sun comes in and where birds perch. What is bird? The child asks. The visitor picks up a pencil and draws on the wall a window and a child with wings. 15 آذار 2013 عدد النازحين 2,000,000 نازح. ماذا يحمل معهم النازحون؟ على عجل سيلمون ما يستطيعون من أغراض، غالبا ما سيضعونها في أكياس من البلاستيك، قديمة كخوفهم وممزقة كحياتهم، أو ربما لن يسمح لهم الوقت أن ينتعلوا حتى أحذيتهم. النازحون الهاربون من الموت يسمعون خطواته السريعة تلحق بهم، يصلون للحدود وقد تسرب من أكياسهم كل ما جمعوا. 15th March 2013, 1,364,268 refugees. What do they carry with them, the refugees? They gather up in a hurry what they can of their possessions. They stuff them into plastic bags, torn as their lives, old as their fears. Or perhaps they bundle them into a sheet. Perhaps they will not have had time even to string their shoes together. The refugees flee death, but they hear its echoing steps always behind them. They flee with their bags and the hope of returning. They will cross the borders only to find that all they have carried with them has fallen away through a hole in the bag. تصل عارية الحرية إلى جبال سوريا وقممها وفي مخيمات اللاجئين. أقدامها تنغرس في الوحل، أيديها تتشقق من البرد والتعذيب، ولكنها تتقدم، تعبر، وأطفالها متعلقين بذراعيها يقعون أثناء ركضها. تبكي، تتألم، ولكنها تتقدم، تكسر قدمها ولكنها تتقدم، تذبح حنجرتها ولكنها تتابع غناءها. Liberty walks naked. Liberty walks naked out of the mountains of Syria into the refugee camps. Her feet sink in the mud and her hands are chapped from the cold, from the pain, but she advances. She goes by, her children linked in her arms. They fall in the path. She weeps, yet she goes forward. Break her feet, she advances. Always she advances. Slash her throat. You will not stop her song. Je t'aime, Maram Masvi. Theodore, thank you very much. Merci. 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 Merci, Marie. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on a entendu des chiffres. On a entendu 1 364 268. 2013. 2013. Maintenant, c'est beaucoup Mais plus. j'ai l'impression que ce qu'on a entendu ici ce soir, c'est toutes ces voix et encore plus d'1 million, de 2 millions
Vous nous avez fait écouter les voix à la fois des femmes qui ont souffert, les femmes battues et leurs enfants. Et puis vous avez peuplé cette pièce de tous les réfugiés. C'est Vous magnifique. avez parlé au début de dire que vous avez donné votre gorge et votre poitrine. Je pense que je ne me trompe pas. On a tous senti la présence de ces personnes parmi nous ce soir. Et c'est un pouvoir extraordinaire qu'a la poésie de transformer des choses qui sont des chiffres et des statistiques et des histoires dans des journaux. Comment est-ce que vous avez réussi un tel exploit? Des fois, quand j'attends mes poèmes, même quand je relis mes poèmes, je dis mais comment je peux écrire ça? Déjà, je pense, c'est des miracles d'écrire un poème. Alors faire un livre, c'est un autre processus. Et je pense avec Les armes aux pieds nus, j'avais une idée. C'est vraiment, j'ai sorti d'un métro et j'ai vu à côté de moi une femme qui poussait une poussette extraordinaire, très belle poussette. Et l'enfant, il a l'air très heureux, elle a l'air très heureuse. Et dans ma tête, je dis, mais est-ce que cette fille, elle peut être maltraitée? En arrivant au centre de violence, j'ai vu cette fille frapper la porte. Alors on était tous les deux en train de frapper la même porte. Je dis, combien de femmes qui sont déguisées de femmes normales et qu'on ne peut même pas soupçonner, qui subissent des violences, enfin, et subissent une grande violence. Alors à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que c'est la poète en moi qui m'a obligée à m'engager, ou est-ce que c'est l'humain en moi qui m'a obligée à engager moi-même dans cette combat de femmes battues? Alors j'ai pensé à faire cette petite carte d'identité pour montrer un panorama global de la violence. C'est pas seulement les femmes orientales, c'est pas les femmes musulmanes. La violence, c'est que j'ai vu, il touche à tout le monde. Il touche aux femmes qui sont artistes, comme moi, ou écrivaines, de femmes, même d'infirmières, même des femmes de milieux très riches, et de femmes qui ignorantes, et qui ne travaillent pas, qui sont dépendantes comme, totalement à leur mari. Alors, les violences, c'est vraiment quelque chose qui est né dans l'être humain, et puis avec beaucoup de prudence et beaucoup d'intelligence, on doit le guérir, mais pas avec de violence, avec l'amour et avec la poésie. Et je pense, après la lecture de ma poésie, de ce livre, j'ai eu beaucoup d'échos des hommes qui m'ont écrit que grâce à ce poème, ils ont changé leur regard aux femmes. Et je pense que la poésie, c'est un grand médecin ou une grande solution pour faire pénétrer en douceur les belles choses, la bonté. C'est ça mon conception, peut-être. Je suis naïve, certainement, peut-être un peu, mais j'ai la confiance, j'ai la foi dans la poésie. Et pour ça, je l'ai écrit d'ailleurs, parce qu'il m'a changé. Et je pense qu'il changera d'autres. La poésie comme thérapie, en fait. Je pense, complètement. Le plus grand poète de la Russe dans le XXe siècle, peut-être le plus grand poète du XXe siècle, c'était Anna Andreevna Akhmatova. 1946, les autorités soviétiques ont pris son fils, Lev Gumilyov, comme otage. Il est jeté dans le custodet, dans la prison à Leningrad, pour silencer le froid de sa mère, pour silencer les poèmes. Et un jour, elle était dans le cul avec de nourriture pour son fils, le prisonnier, avec beaucoup de femmes. Et une vieille dans le cul avant elle a tourné et demandé, « Toi, tu es le poète Akhmatova, ouais ?» Elle dit, « Oui, je suis. Est-ce que tu peux écrire ça ?» Elle dit, « Oui. » Bon. Ça suffisait pour cette femme. Quand il y avait une poète qui peut écrire cette histoire terrible. Et c'est pour ça que la tyrannie a toujours... Dans les démocraties mondialisées, les démocraties des finances et de l'individuel seul, comme prisonnier de soi-même, on n'a pas besoin, on pense, de la poésie. Mais face à la tyrannie, c'est souvent seulement les poètes, comme Aram, qui est là, comme le froid des gens
La poésie fait rien, mais chaque jour, il y a des millions qui perdent parce que l'absence de la poésie. Et c'est quand c'est dur, quand c'est important, c'est ça. Ça, c'est le jour qu'on comprend ça. Ouais. Nous pensons de la poésie comme une commodité. Ce n'est pas une commodité. Non. La poésie comme cette poésie est le voix de l'humanité, le vrai voix de l'humanité, avec son soif pour la liberté. Et c'est pour ça que je dis, et je ne rigolais pas, que c'était un honneur d'avoir l'opportunité d'emporter ces poèmes si importants dans le monde de l'anglophonie. C'est surtout important. Même que je suis sûr que notre Trump ne le lirait pas. Ouais. Même il ne lit pas même les cartoons. Ouais. Je serais interdit d'aller en Amérique maintenant. C'est la notion donc de poésie comme témoignage. Témoignage. Oui. Poetry as witness. Poetry can make nothing happen. All a poet can do is warn. Is that what you find is that what you've managed to transmit, do you think, in what you did with? I'm the last one to ask. I'm the last one to ask. If everybody buys the books that Pat Cotter has gone to such trouble to publish, you can decide whether I've succeeded. Je suis sûr que Maram a succédé. Ouais. Mais c'est un service. La traduction, c'est un service. Franchement. Ouais, la traduction, c'est... Et il ne faut pas demander de le savant comment il a travaillé. Ouais. Je pense que ce n'est pas un service, c'est un partage. Et je pense que la traduction aussi, c'est la notion d'hospitalité. Maram a fait le don de nous faire voir et de nous faire écouter toutes ces personnes dans cette pièce ce soir. Et vous avez donné l'hospitalité à toutes ces personnes dans la langue anglaise. Donc ce n'est pas une mince affaire. Vous n'êtes pas simplement un servant. Mais c'est beau d'être. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas d'être. J'aimerais bien être servante. C'est beau, c'est servir, c'est quelque chose d'extraordinaire, noble. Moi, comme un serveur qui vient pour mettre un petit plateau devant moi, je me sens que je prends la main pour l'embrasser. C'est servir, c'est extraordinaire, c'est la plus noble chose du monde, non? Oui, mais je pense que témoigner, c'est plus fort que servir. Non, c'est servir la nécessité. D'accord. Si vous voulez bien. D'être témoin, c'est de servir la nécessité. Oui. La nécessité humaine et para-humaine. Et Maram, vous nous avez parlé, ce qui m'avait beaucoup frappé dans les poèmes que nous avons entendus ce soir, c'est vous, en tant qu'exilé, vous avez parlé du rôle des médias, de Facebook. On a appris comment vous avez fait connaissance avec Théo à travers cet outil aussi. Mais comment est-ce que vous vous renseignez? Comment est-ce que vous vous transformez? Est-ce que vous arrivez à transformer tous ces renseignements terribles en poèmes? J'ai vu, c'est-à-dire j'ai le sentiment que j'étais là-bas. C'est comment on dit, comme si je suis entrée dans cet écran et j'étais là-bas. J'ai imaginé tout. C'était le rue que je connais, c'est la Syrie, c'est la Taquier, c'est les gens que je connais, leurs vêtements, leurs marques de vêtements, qui me facilitaient aussi cette sensation de vraiment être là-bas. Alors la révolution, je l'ai vécue ici, peut-être derrière mon écran, mais j'étais tellement dedans, comme si le bal tombait sur moi. Et cette idée de reprendre une photo ou traduire les vidéos, je ne sais pas comment elle m'était venue, mais seulement je voudrais que ces vidéos soient lues dans un œil d'un poète. Alors les vidéos, les photos, tout ce qui m'arrive, je le transmets en poème. Seulement parce que je voudrais que cette révolution, cet livre soit comme une documentation de ce qui se passe en Syrie. Comment, par exemple, il y a un poème, comme le régime a bombardé l'université d'Alep, l'université d'architecture, où il y a une fille qui est morte et sa mère, elle a vu seulement la petite chaussure, on l'appelle dans la Révolution, on l'appelle les cendrillons de la Révolution. Alors, j'ai mis tout ça pour ne pas oublier ce que c'est vraiment passé. Donc, c'est aussi la notion de poésie comme archive, d'une certaine façon. Archivation, bien sûr. Oui.
C'est ça que je voudrais. Pour ça, j'écris de nombres, les chiffres. J'ai téléphoné, j'ai pris beaucoup de renseignements. Je voudrais mélanger les deux pour voir vraiment quelque chose de vrai. I must apologize. I'd completely forgotten my early promise not to inflict my dreadful French on you, so I'll speak in English. I think one of the signal achievements of Maham's poetry is the almost entire absence of ego in the poems. There is far too much ego in contemporary poetry in English. And I regret to say, and I'll probably be stoned for this, ego is not entirely absent from contemporary French poetry either, especially the poetry written by men of my generation, of my age. I say of my age rather than my generation, because my generation keeps receding in the direction of 25. You know, I seem to be permanently 25. But to write a poetry as powerful, and certainly in the Arabic as musical as this, requires a very considerable discipline of removing the ego from the equation. We've become far too lazily accustomed to the idea that art is self-expression. In fact, the more the self is excised from the topic, if you like, of the poetry, the more likely it is that the poem, the painting, will succeed. And that's really, I think, the idea of service that Maham has, that I see we were joined soon after the beginning by possibly Ireland's greatest living painter, Mr. Brian Maguire, sitting shyly at the back of the room there with his head down. But Brian has been doing remarkable work in recent years, giving testimony to the thousands of disappeared young women of a province in Mexico. And he has put his work and all that he has learned about painting and about paint at the service of those desaparecidas. And it has strengthened the work, this paradox, that the more you put your work at the service of others, the stronger the work grows. You know, I mean, it's to plant a forest rather than to cultivate a single bush, you know. And who knows what will come out of the forest. Pour le serveur, là où je reviens, parce qu'une fois j'étais avec des enfants de l'école et je demandais aux enfants, est-ce que vous aimez que votre maman soit poète? Alors les enfants, ils étaient un peu gênés, ils riaient dans leur manchot. Et bon, ils ne voulaient pas me dire, alors j'ai compris qu'ils veulent pas. Alors je demandais à un enfant devant moi et je lui ai dit, et vous, qu'est-ce qu'il fait votre maman? Et c'était un petit noir. Alors il m'a regardé et il m'a dit, femme de ménage. Et je dis, et moi aussi, je suis femme de ménage. Et c'est vrai, tout d'un coup, j'ai senti le poète aussi, c'est une femme de ménage. Et je nettoie le monde chaque matin, j'essuie les vitres pour que le soleil rentre, j'arrange la table, je mets des fleurs, j'embellis les maisons. Oui, je suis femme de ménage. Et puis après, alors, j'étais dans un avion, et puis à côté de moi, il y avait une femme. Je dis, alors, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, je suis avocate. Je dis, moi aussi, je suis avocate. Mais c'est vrai, les poètes, c'est partout. Les poètes ingénieurs, je suis tout, moi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est vrai, je me sens ça. Ce qui m'a beaucoup frappé aussi dans vos poèmes, c'est la puissance des images que vous avez utilisées. Je pense en particulier au poème où vous comparez les enfants syriens à des bonbons. Et j'ai trouvé l'image si simple et puis enfantin. C'est une image enfantine, c'est une image nostalgique presque. On aime tous les bonbons. Et vous arrivez à travers cette image à faire pénétrer l'horreur de cette guerre. Vous n'imaginez pas l'horreur de cette guerre. C'est horrible. Je suis peinée à mourir dans cette guerre-là parce que c'est des enfants c'est mes enfants. Vous savez, j'avais un enfant qui était kidnappé à l'âge de 18 mois. Et je pense cet kidnapping, cet enlèvement
Il m'a fait de moi le mère de tous les enfants du monde. Et chaque fois j'ai vu un enfant mort, je voyais mon enfant dedans. Chaque fois je vois un homme mort, je vois mon père, je vois mon frère. Je ne sais pas, est-ce que c'est comme ça, c'est-à-dire je ne peux pas ni obliger. C'est peut-être grâce au poème. Grâce au poème, ils sont devenus nos enfants. Ah ouais, Hein? Ça, c'est la magie. Hein? C'est les Ils sont magies de la devenus poésie. nos enfants. Merci beaucoup. Et j'allais dire que on se posait la question de l'empathie, mais on n'a qu'à vous entendre. Votre voix et votre émotion transparaît à chaque page. Est-ce qu'il y a des questions parmi les membres, ou des propos, oui, ou des commentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient prendre la parole? Oui. C'est le plus beau. Merci beaucoup. Moi, j'ai une chose à vous dire. Je vous encourage tous à acheter le livre et à emporter ces enfants et ces réfugiés, ces pensées, cette émotion avec vous ce soir, pour que vous, à votre tour, vous puissiez partager cette émotion autour de vous. Et je remercie énormément Sinead Banquet, directrice du Centre culturel, d'avoir permis la transmission de cette émotion. Theo Dorgan, de l'avoir traduit et translaté en anglais, et Pat Culture d'avoir publié ce deuxième recueil. Merci, merci infiniment. Et merci à vous que vous êtes là pour nous Shukran. écouter. Merci à vous.